Retour également ce soir, je vous le disais, c'est l'une des grandes actualités de ce vendredi sur les législatives au Royaume-Uni. Le nouveau Premier ministre britannique est donc le travailliste Keir Starmer, dont le parti, le Labour, a remporté une victoire écrasante. 5e Premier ministre travailliste depuis 1900 à faire son entrée au 10 Downing Street. Victoire tout aussi historique d'ailleurs que celle de Tony Blair en 1997, même si le contexte était alors bien différent. Défaite, elle aussi historique pour les Tories après 14 années au pouvoir, durant lesquelles les crises n'ont toutefois pas manqué. On en parle ce soir avec l'invitée au cœur de l'info, Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE et spécialiste du Royaume-Uni. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. C'est effectivement un résultat historique, on peut le dire, pour le Labour. Oui, c'est un résultat historique pour le Labour. Et c'est un résultat qui était très attendu. Ça fait des mois que les sondages annonçaient une victoire écrasante des travaillistes. Ce qui est peut-être plus étonnant, c'est la défaite des conservateurs aujourd'hui, parce que cette défaite était certes attendue aussi, mais ce qu'on a vu, c'est que les libéraux-démocrates, qui sont un peu au centre entre les travaillistes et les conservateurs, ont réussi à gagner de nombreux sièges dans les endroits où des conservateurs modérés, des électeurs conservateurs modérés, en avaient assez de leurs députés conservateurs, d'une part, et d'autre part, le parti de Nigel Farage, Reform UK, qui est très très à droite sur l'échiquier politique, a réussi à obtenir 5 sièges. Donc pour les conservateurs, c'est vraiment une défaite. Moins de 120 députés. Moins de 120 députés. 250 de moins qu'en 2019. Oui, en quelques années, ça s'est complètement inversé. Le système électoral britannique facilite aussi ce genre de renversement, puisqu'il suffit d'être arrivé le premier, il y a un seul tour dans les élections, pour avoir le poste. Et donc, là, cette fois-ci, ce sont surtout les travaillistes qui ont réussi à gagner. Et les Tories, on le rappelle, en 14 ans, 5 premiers ministres se sont succédés. C'est une sorte de fatigue face à cette... Et puis une usure du pouvoir, tout simplement une fatigue de l'électorat face à cette succession de premiers ministres qui, pour certains d'ailleurs, ont multiplié les frasques ou les scandales. Oui, 14 ans au pouvoir, c'est long. Et puis, dans le cas britannique, il y a eu plusieurs chocs très importants qui ont frappé l'économie. Le Brexit, ce référendum qui a été vraiment quelque chose qui a créé de nombreuses divisions chez les conservateurs, chez les travaillistes, dans toutes les familles britanniques. Donc ça, c'était en 2016. Le choc de la Covid-19 qu'on a connu, nous aussi. Le choc de la hausse des prix de l'énergie suite à l'invasion russe en Ukraine. Donc tous ces chocs qui ont été très forts sur l'économie britannique, qui se sont doublés de responsables politiques qui n'ont pas toujours été à la hauteur. On se souvient de Boris Johnson avec les fameuses fêtes à Downing Street, alors qu'on demandait aux Britanniques de rester chez eux, de se confiner pendant le Covid. Le gouvernement britannique lui-même ne respectait pas ces consignes. Puis l'arrivée de Liz Truss en 2022 avec un budget qui a effrayé les marchés financiers. Donc tout ça, ça a conduit à ce que les travaillistes ont appelé le chaos. Et c'est sur cette vague que les travaillistes ont réussi à surfer depuis quelques mois en disant il faut tourner la page de ce chaos, il faut mettre en place un gouvernement qui sera sérieux et ce gouvernement sera travailliste. Il y a une responsabilité personnelle aussi de Rishi Sunak dans cette débâcle des conservateurs? Je ne crois pas vraiment. Il est arrivé sur la scène politique à un moment où il y avait eu tellement de difficultés. Des personnalités politiques comme Boris Johnson ou Liz Truss qui avaient été très, très particulières, on va dire, parmi les conservateurs. Donc Rishi Sunak a essayé de redonner un peu de sérieux dans tout cela, mais il est arrivé tardivement. Et puis, sa politique quand même de renvoi des migrants au Rwanda, ça a suscité mais cette politique d'incompréhension. En fait, il l'a mise en place parce qu'elle était très demandée par une partie des conservateurs. Et une partie des conservateurs qui se sont tournés de plus en plus vers Reform UK, qui est très en faveur de ce type de mesures. Donc on a vu effectivement depuis plusieurs mois des difficultés de Rishi Sunak qui essayait de maintenir une position conservatrice en allant de plus en plus vers l'aile droite du parti conservateur. Donc là, c'est vraiment une grande différence qu'on a vue, par exemple, avec Boris Johnson ou plus encore avant, avec Theresa May, qui avait essayé de mettre du social dans les politiques des conservateurs, en revalorisant le salaire minimum, par exemple, en essayant de mettre en place des mesures de remise à niveau du système de santé, sans quoi ils n'ont pas réussi sur cet aspect-là. Mais sur le salaire minimum, oui, effectivement, il y avait eu une aile plus sociale des conservateurs qui avaient réussi à mettre en place des choses. Et Rishi Sunak, lui, effectivement, part avec cette politique
sur le Rwanda qui était voué à l'échec, me semble-t-il, et que déjà les travaillistes ont dit qu'ils abandonneraient. Vous évoquiez à l'instant le système de santé, le fameux NHS, qui est plus que au bord de l'effondrement, on peut le dire, avec des délais pour être pris en charge, tant au niveau des urgences que des rendez-vous médicaux importants qui sont extrêmement longs. Et puis, voilà, ces revendications aussi sur les salaires des personnes qui entrent dans la profession, qui ne sont pas du tout au rendez-vous. Ça, c'est vraiment l'une des priorités de Keir Starmer aujourd'hui. Alors, c'est l'une des priorités, mais je mettrai un bémol parce que comme Keir Starmer a annoncé qu'il serait très sérieux, qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, qu'on financerait les dépenses nécessaires avec les ressources courantes, il prend un risque très important de ne pas pouvoir mettre en place les mesures nécessaires pour le système de santé britannique. On a vu au cours des années, depuis que les conservateurs sont au pouvoir, augmenter progressivement le temps des files d'attente. On sait qu'il y a d'énormes besoins de construction d'hôpitaux. On sait que les salaires du personnel de santé n'ont pas été revalorisés. Mais là, aujourd'hui, dans son programme, le gouvernement travailliste ne nous dit pas comment il va pouvoir financer tout cela. Donc c'est un peu difficile. Les comptes publics sont dans le rouge. Quelle va être la marge de manœuvre justement de Keir Starmer ? La marge de manœuvre va être très faible, parce qu'on avait un déficit public au Royaume-Uni l'an dernier qui était de près de 6% du produit intérieur brut, une dette publique de 100% du produit intérieur brut, et les travaillistes, face aux attaques des conservateurs qui leur disaient « si vous êtes élus, vous allez augmenter les impôts pour pouvoir financer toutes les dépenses que vous évoquez », les travaillistes ont dit « absolument pas, on n'augmentera pas les impôts, on s'assurera de baisser la dette publique à l'horizon de 5 ans, et on espère qu'il y aura de la croissance pour avoir suffisamment de recettes fiscales qui nous permettront de financer ces dépenses. » Or, aujourd'hui, l'économie britannique est, pourrait-on dire, convalescente. On a eu une certaine reprise de la croissance au premier trimestre 2024, mais on n'a pas de perspective. Comment on est passé justement en 14 ans, enfin même en 15 ans à peu près, d'une économie florissante et voilà, tout était dans le vert à ce qu'on connaît aujourd'hui? Alors, il y a eu plusieurs chocs qui se sont produits, que je mentionnais tout à l'heure, le choc du Brexit, le choc de la Covid-19, le choc des prix de l'énergie. Mais si on regarde le niveau de la croissance britannique aujourd'hui par rapport à ce qu'il était en 2016, on a eu à peu près la même croissance en France et au Royaume-Uni. Donc, on n'a pas eu une trajectoire pire au Royaume-Uni. On a aujourd'hui une économie... Là, le ressenti au niveau des inégalités est particulièrement criant, avec un sentiment de déclassement qui est quand même partagé par une grande partie de la population. En fait, on a eu surtout une augmentation de la hausse de la pauvreté chez les enfants. Et ce sont les retraités qui, finalement, sont devenus relativement moins pauvres au Royaume-Uni parce que les conservateurs ont mis en place des mesures de revalorisation des retraites, mais rien pour les enfants. Et effectivement, aujourd'hui, ça c'est une des grandes difficultés pour le gouvernement travailliste. Et encore une fois, la question qui se pose, c'est quels vont être les moyens financiers que le gouvernement va pouvoir mettre sans augmenter les impôts. Maintenant, sur le style Keir Starmer, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais il est tout sauf populiste, on peut le dire. Il apparaît sérieux, fiable, il veut montrer un visage raisonnable. C'est ce qu'attendaient aujourd'hui les Britanniques ? C'est ce qu'attendait une majorité de Britanniques. Ça a été une des forces de Keir Starmer de replacer le Parti travailliste au centre de l'échiquier politique. Il y a quelques années, c'était Jeremy Corbyn qui était à la tête du Parti travailliste et qui annonçait des mesures beaucoup plus à gauche que ne le fait aujourd'hui Starmer. Starmer s'est vraiment recentré, a donné cette image de sérieux qui est rassurante pour les marchés financiers, pour les entreprises, qui a su convaincre une partie des électeurs conservateurs, mais évidemment qui risque à plus ou moins court terme de décevoir une partie de l'électorat travailliste traditionnel s'il n'y a pas de mesures mises en place pour corriger cette montée des inégalités. Catherine Mathieu, vous avez voulu revisionner des images d'archives de 1997, donc c'était la victoire de Tony Blair. On va pouvoir voir dans quelques instants ces images d'archives. Quelle différence entre ces deux victoires et puis différence de style aussi entre les deux hommes? Différence déjà sur le plan de l'histoire. Le Royaume-Uni sortait de la période de Margaret Thatcher, d'années d'austérité budgétaire au Royaume-Uni, du démantèlement des syndicats, de
monté déjà, là aussi, des inégalités. Et donc, Tony Blair représentait un espoir pour les travaillistes, pour les classes populaires, d'avoir une amélioration de leur situation. Et une des mesures phares qui a été mise en place très rapidement par les travaillistes, ça a été la mise en place d'un salaire minimum. Donc ça, c'était vraiment la grande mesure mise en place très rapidement par Tony Blair. Probablement, Tony Blair était beaucoup plus charismatique que ne l'est aujourd'hui le leader Keir Starmer, qui vraiment se veut sérieux, qui est très austère. On l'a vu d'ailleurs au cours des débats politiques au cours des derniers mois, alors que les travaillistes étaient en tête dans les sondages. À chaque débat, en fait, quand on demandait aux téléspectateurs ce qu'ils avaient pensé de Rishi Sunak et de Keir Starmer, ben c'était 50-50. On n'avait pas du tout de préférence pour Keir Starmer, qui a cette image de sérieux, un avocat très sérieux, pas quelqu'un de très drôle. Il ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme ? Non, je pense que vraiment les électeurs aujourd'hui, une majorité des électeurs en tout cas, ont souhaité tourner la page des conservateurs, se sont dit qu'avec Keir Starmer et les personnes qui l'entourent, on avait un sérieux, un gouvernement qui sera probablement très au centre sur l'échiquier politique. C'est notamment le cas de la nouvelle ministre de l'économie, Rachel Reeves, qui a travaillé à la Banque d'Angleterre, qui donne toujours une image très sérieuse, de sérieux budgétaire, très rassurante, encore une fois, pour les entreprises et pour les marchés financiers. Donc on a un gouvernement qui est très, très au centre de l'échiquier politique. Alors, on a beaucoup parlé du pouvoir d'achat, qui était au cœur de la campagne de Keir Starmer, et puis de la réduction aussi, peut-être, des inégalités que beaucoup ressentent dans le pays. Quel programme aussi dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ? Je crois que c'était l'une des causes qu'il portait aussi, mais encore une fois, dans un contexte de restrictions budgétaires, est-ce qu'il va pouvoir faire quoi que ce soit ? Tout à fait. Alors, il y a quelques mois, les travaillistes avaient un programme très ambitieux pour lutter contre le changement climatique. Et effectivement, en se repositionnant sur un sérieux budgétaire, ils ont réduit leur plan pour la croissance, pour la prospérité verte, si je traduis mot à mot. Et aujourd'hui, on a vraiment un montant qui est prévu de l'ordre de 5 milliards de livres par an. Pendant 5 ans, ça représente au total 1 point du produit intérieur brut britannique. C'est très faible. Alors, ça va dans le bon sens. On va essayer de mettre en place, de favoriser le développement des énergies renouvelables au Royaume-Uni, les éoliennes, d'avoir une énergie de plus en plus décarbonée. Mais avec tellement peu de moyens financiers, les travaillistes espèrent que les entreprises du secteur privé emboîteront le pas. Bon, on peut avoir des doutes sur le fait que s'il n'y a pas une forte impulsion de l'État, on arrivera à atteindre des objectifs ambitieux sur le plan climatique. Donc ça c'est aussi un point d'interrogation aujourd'hui pour le gouvernement britannique. Merci infiniment Catherine Mathieu d'avoir répondu à nos questions ce soir sur l'issue de ces législatives au Royaume-Uni.